vous avez fait référence aussi à une dichotomie. Je pense qu'on ne sortira pas de cette question de dichotomie parce que déjà le titre de cette série c'est psychopharmacologie et psychanalyse. Donc on reviendra tout le temps à cette question de corps et esprit, de biologique et des faits de la biologie, des faits du médicament et des faits de la parole. Vous avez parlé tout au début, pourquoi le bébé pleure? Et c'est l'antise du clinicien, c'est justement de dire qu'il a envie d'être porté lorsqu'il a une otite. C'est la honte pour le clinicien. J'ai un patient qui avait mal là. Évidemment, qu'est-ce que je dis? La première chose, faites un ECG avant de pouvoir dire que c'est du stress, même si j'étais sûr que c'était du stress. D'ailleurs, tous mes patients hypochondriaques, je les envoie chez le médecin tout le temps. Ça me rassure pour ne pas passer, parce que même les patients hypochondriaques, ils ont de vraies maladies. Alors, cette question du type de symptômes, ça fait référence aussi à l'étiologie, aux questions de causalité. Puisque ce qu'on appelle psychique, dans ce cas-là, dans le cas par exemple de celui qui a mal dans la poitrine, ça peut être soit une étiologie cardiaque, somatique, soit une angoisse qui serait, selon les neurosciences actuelles, un autre côté du corps. Hein? Bref. Alors, j'arrête là pour les dichotomies. Je ne sais pas si Jean-Nicolas, tu aimerais faire un commentaire, que ce soit déjà en deux exposés ou aussi à mes commentaires, puisque j'avais parlé. Tout ça est extrêmement riche, effectivement. Peut-être, alors, pas un commentaire directement sur les exposés, mais sur la question de la bon, je ne vais pas interpréter facile. Je trouve amusant que tu commences par parler des pleurs d'enfants, et puis finalement, le facteur de décompensation chez le patient maniaque, c'était effectivement les grossesses, qui ont beaucoup joué. Et je me disais que, dans le fond, interpréter les pleurs d'enfants, c'est aussi les enjeux de la dichotomie. Mais j'avoue que je suis assez mal à l'aise avec cette question de la dichotomie, parce que notamment, je vois chez les étudiants de médecine, elle est beaucoup moins présente. Et dans le fond, elle est beaucoup moins présente, je pense, parce qu'on est dans une phase où on a renoncé aux imputations étiologiques. Je pense qu'on est effectivement à certains égards devenu plus modeste. Et je pense qu'il n'y a pas une dichotomie, il y a une infinité de modalités de raisonnement, de représentation de la maladie, des relations qui coexistent en nous. Et on le voit bien par rapport aux médicaments. Je pense que le monde des antidépresseurs n'est pas le même monde que celui du lithium, c'est pas le même monde que celui du neuroleptique, et que c'est extrêmement difficile de vouloir réduire ça à des questions de dichotomie. Ce qui me venait à l'esprit, c'est un des projets qu'on a, qui est ce projet de psychothérapie psychanalytique, 12 séances pour les patients mélancoliques à l'hôpital, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Puisqu'au fond, aux patients hospitalisés, on leur propose dans une étude randomisée et contrôlée 12 séances à raison de 4 fois 3 séances sur 4 semaines, ce qui est un processus intensif, avec des patients régressés et dans un processus où il y a du même matériel en supervision que dans les cures types sur 10 ans. C'est tout à fait impressionnant. La régression étant liée probablement plutôt à la psychopathologie. Et puis c'est très fascinant quand on essaye précisément, c'est aussi un dispositif bifocal. Mais c'est un bifocal qui est né d'une erreur dans la conception du projet, parce qu'au départ on imaginait dans les modèles de la psychothérapie institutionnelle qu'on mettrait ensemble ce que le psychothérapeute vivait avec son patient dans le transfert et puis ce qui se passait dans l'équipe, puis qu'on ferait une synthèse du tout. Voilà. Puis dans le fond, très vite, les psychothérapeutes n'ont reçu aucune information des collègues de l'hôpital, ils ont reçu les patients à la première séance sans désir, ni mémoire, ni rien. Et c'est ça qui a fonctionné à merveille. Avec un aspect non spécifique extraordinaire, c'est qu'on propose à ces patients 12 fois 45 minutes de conversation sans préjugés. Et dans le monde hospitalier, c'est pas évident parce que, dans le fond, tous les patients ont leur dossier qui les précède. Et pouvoir accueillir des patients, même si c'est la 20e hospitalisation, comme s'ils venaient de naître,
c'est quelque chose qui est en soi-même, je pense, extrêmement thérapeutique. Et puis quand on regarde les patients parler de ces machins, je me suis dit, quel est le statut de ces dispositifs transférentiels dans l'hôpital comme modèle de bifocalité? Et en fait, c'est impossible de le penser, parce que quand on voit les patients dans les séances, ils seraient sur le divan, dans un cabinet en ville, il n'y aurait aucune différence. Ils ne sont pas à l'hôpital. L'hôpital, c'est comme leurs parents, leur famille, leur boulot. L'hôpital est dans un statut de totale extraterritorialité par rapport au transfert qui se déroule. Par contre, dès que le patient sort de l'hôpital, c'est fini. Et quand le patient parle de ce qu'il a vécu à l'hôpital, il n'y a aucune spécificité à cette relation transférentielle. Donc, vu de cette relation-là, elle est totalement extraordinaire, extraterritoriale. Et puis, quand on la regarde de l'extérieur, elle est complètement intégrée dans le dispositif hospitalier. Et dans le fond, moi, je repensais à des représentations particulières, enfin, surtout aussi chez Lacan, qui est la bouteille de Klein. Hein? Et je me dis, peut-être cette dichotomie, on pourrait la penser plus dans des rapports paradoxaux, comme la bouteille de Klein, le rebond de Möbius, où il y a un dedans qui est en continuité avec le dehors, puis en même temps, c'est deux espaces différents. Et puis je pensais aussi, parce que dans le fond, la bouteille de Klein, c'est une représentation en 3 dimensions de quelque chose qui est en 4 dimensions. Parce qu'en 3 dimensions, il y a effectivement un dedans et un dehors. Et puis je me disais, mais finalement, une jolie image pour moi de ce dualisme, c'est plutôt un des tableaux de Duchamp, qui s'appelle Le Grand Verre, que vous connaissez peut-être, qui porte, qui s'est cassé, et que Duchamp a strictement voulu qu'on ne touche pas, parce que dans le fond, cassé, il était encore plus expressif par rapport à ce qu'il voulait faire, qui s'appelle La mariée mise à nu par les 7 célibataires du même. Et dans le fond, Duchamp était très passionné par la représentation en 3 dimensions d'un espace à 4 dimensions. Et pour lui, ce tableau, dans le fond, c'est la représentation en 3 dimensions du désir amoureux qui serait en 4 dimensions. Et je me disais que pour penser ce rapport corps-esprit, il nous manque une dimension. On est tout le temps en train de vouloir mettre à plat quelque chose qui existe comme un tout, mais ailleurs. Et je pense qu'il faudrait arriver, dans le fond, à suspendre la question même de la dichotomie, pour la laisser travailler d'une certaine manière. Enfin voilà, c'est une association plus qu'autre chose. Oui, alors à partir de ce moment où justement on laisse tomber cette question classique qui serait le problème de l'étiologie, parce que cette histoire de dichotomie, elle est aussi dans ce vieux raisonnement étiologique que le clinicien parfois il a de la peine à laisser tomber. Donc on renvoie à pas une division de l'objet en soi, mais la division dans le champ du clinicien. Ça veut dire, c'est le clinicien que dans son drame, dans ces moments de pulsion de guérison, il se demande qu'est-ce qu'il va faire et pourquoi à certains moments il utilise la parole, à certains autres moments il utilise un acte, à un autre moment il utilise le silence, et dans un 4e moment il utilise l'édition. Véronique Vauru, elle avait parlé de sa vie justement sur ces questions de ces glissements des questions étiologiques vers les questions de probabilité, et puis ensuite sur la position du psychanalyste qui était une position du non-savoir. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous souhaitez faire une intervention. Oui, Anne. Oui, alors merci pour cette exposition formidable. Alors, je trouvais assez drôle parce que vous parliez de lithium, ce premier médicament, et l'autre jour, une jeune femme, dans une angoisse terrible, avec voire même un sentiment de dépersonnalisation, à qui son médecin propose évidemment un antidépresseur, style Prozac et autres. Et sa réflexion, ça a été de dire, je ne vais pas prendre ce médicament, ça me soulagerait bien sûr, mais au fond, je ne saurais plus quel est l'effet placebo et quel est l'effet
de la psychothérapie que j'entreprends. C'est-à-dire qu'elle était déjà au courant avec de ce que raconte M. Desplan, hein, sur l'effet placebo dans le médicament et l'effet placebo qu'a le médicament. Elle ne voulant pas essayer en se disant qu'elle saurait plus qui la soigne, si c'est le médicament ou si c'est son travail psychothérapeutique, dont on peut dire que le patient se l'attribue, ce travail. Voilà, juste une petite remarque. Donc on revient aussi à ce que je disais au début de cette différence d'effet du médicament, moins l'effet placebo. Ce n'est pas seulement une préoccupation des entreprises pharmaceutiques, là ce serait une préoccupation aussi du patient. Oui, alors c'est ça ce qui est intéressant, donc si on retourne, on se dit, mais voilà, à quel moment, quand on est psychanalyste, à quel moment on décide qu'il faut... Alors, bon, les neuroleptiques, ça se pose évidemment moins, parce qu'il y a une espèce, il y a parfois un rapport, quelque chose d'évident. Mais la question de l'antidépresseur, des anxiolytiques et de toutes, à quel moment, nous, on se dit qu'on ne peut pas faire mieux que le médicament? Que l'offre qu'on fait quand on est psychanalyste, psychothérapeute, psychanalytique, que là on se dit qu'il y a une limite qui doit être, voilà, qu'on touche et qu'il faut tout à coup que le médicament intervienne. C'est ça, à quel moment on décide, sur quel signe clinique on se dit là il faut un truc une substance, quoi. Hein? Donc, alors moi je vois quand même ça beaucoup dans les... Il y a la question de l'engagement dans cette formation, quand même. C'est qu'effectivement, quelle responsabilité on est d'accord de prendre par moment sans se défausser en se disant, bon ben voilà, je lui donne un médicament comme ça, alors que ça, on sait bien que ça ne garantit rien. Qu'on se protège de rien, on ne protège pas forcément le patient avec une médication, surtout que ça met du temps. Enfin, donc effectivement, à quel moment on se dit qu'il faut intervenir sur le corps, enfin sur le cerveau directement, je dirais, avec une substance, plutôt que par simplement l'écoute et la parole. Je ne sais pas si parce que la question n'est pas de décider, bon, je ne sais pas si les psychanalystes décident, à part d'écouter les patients, mais c'est vrai qu'il y a une croyance en même temps trop grande dans les médicaments comme dans la parole. Il y a des patients qui à un moment donné, des ados, des patients qui sont dans une énorme errance, et qu'on sait qu'il faut une structure à l'hôpital ou quelque chose qui cadre un peu, qui soutient, parce que la parole n'est pas magique. Et il faut du temps, il faut de la présence. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas psychanalyste de décider, parce que ce n'est pas le prescripteur, mais peut-être aider, comme on disait madame, je crois, une pratique à plusieurs, ou une internation, ou un lieu où le nom, c'est ça plutôt... où la personne puisse se sentir protégée et faire quelque chose de ça. Mais moi j'avais une question par rapport à, bon, plusieurs questions, mais bon, seulement monsieur Desplan. Alors quand vous parlez, c'est très intéressant, j'ai appris beaucoup de votre exposé, par rapport à quand vous parlez de la dimension symbolique, c'est apparemment provocateur du médicament, vous référez dans le sens des structuralistes. C'est-à-dire que les médicaments font partie, comme on disait l'histoire de la parenté, fait partie des structures de la société, et c'est cette place-là que vous appelez symbolique. Et en tant que les placebos, c'est réel, moi je suis bien d'accord avec vous, comme c'est pas seulement, vous dites, c'est pas seulement un effet de suggestion. Si vous parlez de réel, je suis bien d'accord, comme la parole peut avoir
pas qu'un effet de suggestion, sinon on pointe, parfois on a vu certaines infections ou un asthme, certaines maladies disparaître à travers la parole, c'est-à-dire des effets réels. Ce ne sont pas seulement des effets de suggestion ou imaginaire, c'est ça, donc très intéressant. Ouais. Il me semble, puisqu'on parle de psychanalyse et médicaments, il y a toute une dimension qui n'a pas été assez discutée. Je préfère être concret pour la résumer. Moi, quand j'ai un patient qui a l'air d'aller mieux grâce à un antidépresseur, je l'aide à donner un contour psychique à ce en quoi il va mieux. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre un effet assez bien connu, il y a le problème de, comme si j'avais plus de distance, comme si j'arrêtais de m'écrouler chaque fois qu'on parlait de malheur de l'humanité, aux nouvelles, ou quelque part, il y a une certaine distance qui se fait. Et puis, je trouve important, quelque part, d'explorer avec le patient cet effet qu'il attribue aux médicaments. Je ne suis pas en train de dire que c'est dû aux médicaments ou pas, mais ce qui m'interpelle et qui m'intéresse, c'est quand j'ai un patient qui fait, par exemple, de la pleine conscience, il a exactement le même genre de prise de distance que ce que j'observe chez certains patients quand l'antidépresseur fonctionne bien. Donc on peut quand même s'interroger quand vous disiez c'est pas où, mais enfin on peut dire que la méditation c'est aussi une technique psychophysiologique si j'ose dire, à partir desquelles émerge, on ne sait pas vraiment comment, un certain nombre de recalibrage de je ne sais pas quoi. Mais cliniquement, c'est assez perceptible, cette capacité tout d'un coup d'avoir une distance, d'avoir un espace, de ne pas s'énerver sur n'importe quoi. C'est quelque chose qui peut être cliniquement cerné avec le patient, de manière à ce que le patient puisse lui donner, disons, pour parler le langage de Stern, un contour narratif, une forme qu'il peut appréhender, et puis même qui lui permettrait d'apprendre quelque part à valoriser une capacité intérieure qui pourrait utiliser indépendamment du médicament dans le futur. Et de travailler sur l'opération attribuée au médicament qui a lieu dans le sujet de la personne, c'est là où il me semble que c'est quand même une dimension importante. C'est aussi, par exemple, un rôle que le psychologue, moi je suis psychologue, peut très bien jouer. De toute façon, c'est vrai qu'il y a un effet dans le discours, c'est-à-dire si le patient se met à parler de lui-même autrement, c'est déjà quelque chose qui est, peu importe pourquoi, à cause d'un médicament, à cause de la thérapie, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, s'il s'entend déjà parler autrement, il y a déjà, ça a probablement un effet sur son état. Alors, je voulais dire quelque chose à Saria qui a, en fait, sa question nous fait penser à la jouissance du symptôme, c'est-à-dire que votre interrogation est, on voit bien que le patient souffre, n'est-ce pas, mais jusqu'où il a besoin, cette souffrance lui est nécessaire, c'est-à-dire c'est la relation entre cette souffrance qui lui caractérise aussi, et donc lui donne une position aussi subjective, et puis l'envie de faire disparaître la souffrance. Donc, je pense que votre interrogation, c'est, vous avez dit que votre patiente avait des aspects masochiques et mélancoliques, mais en fait, en prenant le lithium, ça a disparu, ça lui était insupportable parce que la mélancolie est quelque chose qui, paradoxalement, donne un sentiment de vie. Hein, quelque chose de cette souffrance qui construit toute une appartenance à quelque chose, donc un reflet. Donc c'est très compliqué. Quand le patient vient demander la disparition de son symptôme, alors on ne sait pas du tout quel est le rapport qu'il a à cette souffrance-là. C'est ça qui est toujours un peu délicat. Ça fait partie justement de l'analyse, du côté analytique de la chose. Je suis d'accord. Il y a je pense qu'il me semble que c'est fait de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a de la jouissance. Je ne suis pas sûr qu'il y a que ça, disons. Qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là, oui, certainement. Il y a de la toute-puissance, il y a beaucoup
a beaucoup de choses. Il y a aussi ça, oui, je pense aussi. Mais enfin, ce qui est je pense que c'est bien ce que vous dites, hein, mais ce qui est étonnant, c'est l'espèce de... Il y a quelque chose là qu'on ne peut pas nommer. Voilà. Et on en fait l'expérience à ce moment-là, et pourtant, en même temps, bah, ça n'a pas pour autant, je sais pas comment dire, ça n'a pas gelé le processus. Non, on est allé jusque-là, non, jusqu'au refus du lithium, au refus de l'électrochoc, mais on est toujours au travail. Enfin, Non, mais si on ne peut pas nommer, c'est là qu'on tombe dans le réel, c'est là que le placebo peut avoir, qui est quand même un comprimé, mais qui donne un effet réel, c'est-à-dire qu'on tombe dans quelque chose qui n'est pas normal. Oui, vous voulez dire? Oui, moi j'ai une autre hypothèse qui est pas d'ailleurs antinomique, mais qui est que les gens ne se reconnaissent plus, ils ont un trouble de l'identité à ce moment-là, un peu comme les gens qui ont fait maigrir ou qui ont désiré maigrir très vite et qui tout d'un coup ne se reconnaissent pas et reprennent leur poids. Et ils ne le reprennent pas uniquement parce qu'ils n'arrivent pas à canaliser leur appétit, c'est aussi parce qu'ils ne se retrouvent pas et que tout d'un coup ils ont un vrai trouble de l'identité. Et les patients, ils le disent, je ne me reconnais plus, je ne me retrouve pas. Et je pense que ça joue un grand rôle dans le fait qu'ils perdent leurs symptômes. C'est comme quand on change un médicament neuroleptique qui avait certains effets secondaires et que tout d'un coup on en donne un autre qui a d'autres effets secondaires, les gens ont le même genre de réaction et ils mettent pas mal de temps jusqu'à ce qu'ils s'adaptent. Et quelquefois ça peut durer des mois jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à peu près eux-mêmes dans cette nouvelle situation. Enfin, je pense que ce n'est pas une histoire de masochisme uniquement, du tout. Non, mais l'identification, elle est comprise dans la position subjective. Hein. C'est-à-dire que c'est une construction, c'est tout à fait un rapport au symptôme qui est très large. Enfin, je vais dire simplement parler quelque chose de très large. Mais oui, ça implique aussi l'identification. Oui. Oui, ce que vous dites me rappelle un peu ce que Ansermet parlait de quel impact le médicament peut avoir sur le sujet. Et qui peuvent être justement dans le sens de ne plus se reconnaître, ou au contraire, je me rappelle que Jean Schmitt, il riait beaucoup lorsqu'il parlait d'une de ses patientes qui prenait, après avoir pris un antidépresseur, elle dit « Maintenant, je suis moi-même ». Donc, elle passe à se reconnaître après, tandis que d'autres, c'est tout le contraire. On a l'impression qu'ils sont plus malades qu'avant. Oui, c'est Capson-Bellis qui a décrit deux formes opposées de sens qu'on pourrait donner aux neuroleptiques chez certains patients. Pour certains patients, il y a quasiment des réactions thérapeutiques négatives, avec une persécutoire de dépossession liée au fait de sentir l'effet quelque chose qu'ils ont à gérer. Et puis lui, alors, construisait une théorie de l'aspect thérapeutique du neuroleptique chez les schizophrènes à partir précisément d'habiter son corps quant aux différentes sensations que procure le médicament. Et en faisant un travail, dans le fond, d'investissement du corps à travers le médium du médicament dans le travail qui est fait avec eux. Et précisément parce que les neuroleptiques nous font bouger de l'intérieur.